Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. On est réunis ensemble ce soir pour la suite de la lecture du roman L'Abîme de Charles Dickens et de Wilkie Collins. Donc ce sont deux amis qui décident d'écrire ensemble et donc on va retrouver à la fois le talent de Dickens avec une thématique qui lui est propre, c'est-à-dire celle de l'enfant abandonné, et celle de Wilkie Collins qui est l'un des fondateurs du thriller moderne. N'oubliez pas que si vous avez loupé le début de ce roman, vous pouvez retrouver tous les replays sur le site de l'émission. Je vous souhaite un bon moment. Tout ce que vous venez de dire est fort clair, soupira Wilding. Puis, plus à Dieu que mes idées fussent aussi limpides que les vôtres, monsieur Brinkley. Remettez-le, remettez-le. Si vous sentez que vos étourdissements vont revenir, s'écria Bintray, épouvanté, remettez-le. L'entretien, je veux parler de cet entretien. Si vos bourronnements, monsieur Wilding. Non, non, n'ayez pas peur, répliqua le jeune négociant. Je vous en prie, ne vous excitez pas, continua Britney. Je suis parfaitement calme, reprit Wilding. Et je vais vous en donner la preuve. George Vandal et vous, monsieur Brinkley, hésiteriez-vous ou bien trouveriez-vous quelque inconvénient à devenir les exécuteurs de mes dernières volontés? Aucun inconvénient, répondit George Vandal. Aucun, répéta Bintray, avec un peu moins d'empressement. Je vous remercie tous les deux. Mes instructions seront simples et mon testament très bref. Peut-être aurez-vous la complaisance de rédiger cela tout de suite, monsieur Bintray. Je laisse ma fortune réalisée et mon bien personnel, sans exception ni réserve, à vous, mes deux dépositaires et exécuteurs testamentaires, à la charge, par vous, de restituer le tout au véritable Walter Wilding, si vous pouvez le découvrir et établir son identité dans les 2 ans qui suivront ma mort. Au cas où vous ne le retrouveriez point avant ce délai expiré, vous remettriez le dépôt à titre de legs et de don à l'hospice des enfants trouvés. Ce sont là toutes vos instructions ? Demanda Bintray, avec un assez long silence durant lequel aucun de ces 3 hommes n'avait osé regarder les autres. Toutes. Et votre détermination est-elle bien prise ? Irrévocablement prise. Je ne me reste donc plus qu'à rédiger ce testament, suivant la forme, reprit l'homme. Mais il est nécessaire de presser. Il n'y a aucune urgence, que diable. Vous n'avez pas envie de mourir ? Monsieur Bintray, dit Wilding. Ce n'est ni vous ni moi, mais qui nous connaissons le moment où je dois mourir, et je serai aise d'avoir soulagé mon esprit de ce pénible sujet. Comme il vous plaira, dit Bintray, je redeviens homme de loi. Si un rendez-vous dans une semaine à un pareil jour peut convenir à monsieur Vandal, je l'intriquerai sur mon carnet. Le rendez-vous fut pris, et l'on n'y manqua point. Le testament signé selon les formes cachetées, déposé, attesté par les témoins, resta aux mains de Bintray. Celui-ci le classa en son ordre dans un des coffrets de fer, scellé et portant sur une plaque le nom du testateur, qui était cérémonieusement rangé dans son cabinet de consultation, comme si ce sanctuaire de la légalité avait été en même temps un caveau funéraire. Quant à Wilding, l'esprit un peu rasséréné et reprenant courage, il se mit à ses occupations habituelles. Son premier soin fut de réaliser l'installation patriarcale qu'il avait rêvée. Il fut aidé dans cette besogne par Madame Goldstraw et par Vandal. Le concours de celui-ci n'était peut-être pas aussi désintéressé qu'il en avait l'air. Le jeune homme pensait que lorsque la maison serait en ordre, on pourrait donner à dîner à Obenreizer et à sa nièce. Ce grand jour arriva. Madame Dor fut comprise dans l'invitation adressée à toute la famille Obenreizer. Si Vandal était amoureux auparavant, ce dîner mit le comble à sa passion et le poussa tout d'un coup jusqu'au délire. Cependant, il ne put, quoi qu'il fît, obtenir un mot en particulier de la charmante Marguerite. Plusieurs fois, dans le courant de la soirée, il crut trouver l'occasion de lui parler à l'oreille. Aussitôt, Obenreizer, avec son nuage, se trouvait là, lui présentant les coudes, ou bien c'était le large dos de Madame Dor, qui s'interceptait brusquement entre lui et la lumière vivante. Pas une seule fois, si ce n'est pendant le repas, on ne put voir de face la respectable matrone muette comme les montagnes, où elle était née et dont elle était l'image.
Après le dîner dont elle avait pris sa large part, comme on passait au salon, elle regarda la muraille. Et pourtant, durant ces 4 ou 5 heures délicieuses, quoique tourmentées, Vandal avait pu voir Marguerite, et il avait pu l'entendre, s'approcher d'elle, effleurer sa robe. Lorsqu'on avait fait le tour des vieilles caves obscures, il la conduisait par la main. Lorsque le soir, elle chanta dans le salon, Vandal, debout auprès d'elle, tenait les gants qu'elle venait de quitter. Pour les garder, ces gants mignons, que n'eût-il point fait? Il aurait donné en échange, jusqu'à la dernière goutte du vieux Porto de 45 ans. Ce vin eût-il 45 fois les 9 lustres, eût-il coûté 45 fois 45 livres la bouteille. Lorsqu'elle fut partie et que la solitude et l'ennui retombèrent comme un été noir immense sur le carrefour des éclopés, il se fit une question pendant la nuit tout entière. C'est elle que je l'admire? C'est elle que je l'adore? Peut-elle se douter qu'elle m'a conquis corps et âme? Si elle s'en doute, prend-elle seulement la peine d'y songer? Pauvre cœur inquiet que nous sommes. N'est-il pas étrange de penser que ces millions d'hommes qui dorment, momifiés depuis tant d'années, ont été amoureux? Comme nous autres qui vivons, qu'ont-ils éprouvé les mêmes angoisses, fait les mêmes sottises, et qu'ils ont pourtant trouvé le secret d'être tranquilles après tout cela? Georges, que pensez-vous de M. Obenreizer? Demanda Walding le lendemain. Je ne veux pas vous demander ce que vous pensez de mademoiselle Marguerite. Je sais, dit Vandal, je n'ai jamais bien pu savoir ce que pensait cet homme-là. Il est très instruit, il est très intelligent. Très intelligent pour sûr. Bon musicien. Obenreizer avait fort bien chanté la veille, très bon musicien vraiment fit Vandal. Il cause bien, oui, il répétait toujours Vandal, il cause bien. Savez-vous une chose, mon cher Wilding? C'est qu'en pensant à lui, il me vient une idée. Quoi, dit Wilding? Il n'est pas bavard jusqu'à l'importunité. Ce n'est pas là ce que je veux dire. Mais lorsqu'il se tait, son silence met ses interlocuteurs en peine. Son silence éveille tout de suite, vaguement, injustement peut-être, je ne sais quelle méfiance. Tenez, songez à des gens que vous connaissez, que vous aimez. Prenez n'importe lequel de vos amis. Ce sera bientôt fait, dit Wilding. C'est vous que je prends. Je ne voulais pas m'attirer ce compliment. Je ne l'avais même pas prévu. Soit prenez-moi donc et réfléchissez un moment. N'est-il pas vrai que la sympathie que vous fait éprouver mon intéressant visage vint surtout de l'expression qu'il a quand je suis silencieux? Et en effet, cette expression n'étant point cherchée ni composée, est la plus naturelle que l'on peut dire, quel est le vrai miroir de mon âme? Je crois que vous dites vrai. Je crois aussi. Eh bien, quand Obenreizer parle, et qu'en parlant il s'explique lui-même, il s'en tire à son avantage. Mais quand il est silencieux, il est donc inquiet. Donc il se tire mal du silence. En d'autres termes, il cause bien, mais il ne sait pas se taire. C'est encore vrai, dit Wilding, en riant à son tour. Malgré les attentions et les soins dont ses amis l'entouraient, Wilding se recouvrait que lentement la santé et le calme de l'esprit. Vandal, pour arracher à lui-même, et peut-être aussi dans le but de se procurer de nouvelles occasions de voir Marguerite, lui rappela son ancien projet de former à chez lui une classe de chant. La classe fut promptement instituée, avec l'aide de 2 ou 3 personnes ayant quelques connaissances musicales et chantant d'une façon supportable. Le chœur fut formé, instruit et conduit par Wilding. C'étaient d'habiles musiciens. Il était donc tout naturel qu'on leur demandât de se joindre à ces réunions musicales. Le tuteur et le pupille y ayant consenti, l'existence de Vandal ne fut plus qu'un mélange de ravissement et d'esclavage. Dans la petite et vieille église, bâtie par Christophe Wren, sombre et sentant le moisi comme une cave, lorsque le dimanche le chœur était rassemblé et que 25 voix chantaient ensemble, n'était-ce pas la voix de Marguerite qui effaçait toutes les autres? Qui faisait frémir les vitraux et les murailles, qui frappait les voûtes et perçait les ténèbres des bas-côtés comme un rayon sonore? Quel moment! Madame Dor, assise dans un coin du temple, tournait le dos à tout le monde. Obenreizer aussi chantait. Mais ces concerts séraphiques du dimanche étaient encore surpassés
par des concerts profanes du mercredi, établis dans le carrefour des éclopés. Pour l'amusement de la famille patriarcale, le mercredi, Marguerite tenait le piano et faisait entendre dans sa langue de son pays les chants des montagnes. Ces chants naïfs et sublimes semblaient dire à Vandal « Élève-toi au-dessus du niveau de la commerciale et rampante Angleterre. Viens au loin, bien au loin de la foule et du monde, suis-moi. Plus haut, encore plus haut, allons nous mêler à la cime des pics aux cieux assurés. Aimons-nous auprès du ciel. » En même temps, le joli corsage, les bas à coins rouges, les souliers à boucles d'argent, semblaient s'animer et courir. Le large front blanc et les beaux yeux de Marguerite s'allumaient d'une flamme inspirée. Vandal en perdait la raison. Heureux concert, il faut avouer par exemple qu'il avait eu d'abord plus de charme pour le jeune homme que pour Joey Ladle, son serviteur. Joey avait refusé avec fermeté de troubler ces flots d'harmonie en y mêlant sa voix trop rude. Il manifestait un suprême dédain pour ces distractions frivoles et il avait envoyé promener toute l'affaire. Un jour pourtant, Joey Ladle, le grognon, s'avisa de découvrir une source de véritable plaisir dans un cœur qu'il n'avait pas encore entendu. Ce jour-là, il s'adoucit jusqu'à prédire que les garçons de cave, ses subordonnés, feraient peut-être à la longue quelques progrès dans un art pour lequel ils n'étaient point nés. Une ancienne d'Endel, le dimanche suivant, acheva de le vaincre. Enfin, à quelque temps de l'apparition inattendue de Jarvis armé d'une flûte et d'un homme de journée, tenant un violon, et l'exécution par ces deux artistes d'un morceau fort bien élevé, l'étonnant jusqu'à le rendre stupide. Mais ce ne fut pas tout. À ce duo instrumental, un chant de Marguerite Obenreizer ayant succédé, il demeura bouche béante. Puis quittant son siège d'un air solennel, faisant précéder ce qu'il allait dire d'un salut, qui s'adressait particulièrement à Wilding. Il s'écria « Après cela, vous pouvez, tous, tant que vous êtes, aller vous coucher. » Ce fut ainsi que commencèrent la connaissance personnelle et les relations de société entre Marguerite Obenreizer et Joey Ladle. La jeune fille trouva le compliment si original et Henri de si bon cœur que Joey s'approcha d'elle après le concert pour lui dire qu'il espérait n'avoir pas eu la maladresse de dire une maladresse. Marguerite assura qu'il avait beaucoup d'esprit. Joey inclina la tête d'un air satisfait. « Vous ferez renaître ici les temps heureux, mademoiselle. C'est une personne comme vous, et pas une autre, qui pourrait ramener la chance dans la maison. »« Ramener la chance, fit-elle ? » « J'ai peur de ne pas vous comprendre. »« Mademoiselle, dit Joey d'un air confidentiel, Monsieur Wilding a changé ici la chance. Ne le savez-vous pas ? C'était un vent qu'il prit pour associer le jeune homme Georges Vandal. Je les ai avertis. Allez, ils s'en apercevront. Pourtant, si vous veniez quelquefois dans cette maison, et si vous chantiez pour conjurer le sort, vous sauriez peut-être bien l'apaiser. » Le mercredi suivant, on remarqua autour de la table que l'appétit de Joey n'était plus digne de lui-même. On chuchota, on sourit. Chacun disait que ce miracle de Joey Ladle, ne mangeant plus que comme un homme ordinaire, était produit par l'attente du plaisir qu'il promettait à entendre chanter Mademoiselle Obenreizer, et par la crainte de ne pouvoir se procurer une bonne place pour ne rien perdre de ce plaisir. On sait que Joey Ladle avait l'oreille un peu dure. Ces malins propos arrivèrent jusqu'à Wilding, qui, dans sa bonté accoutumée, appela Joey auprès de lui. Et Joey Ladle, ayant écouté avec ravissement, se mit à répéter tout bas la fameuse phrase qui avait eu la semaine précédente un si grand succès de gaieté dans l'auditoire. Après cela, vous pouvez tous, tant que vous êtes, aller vous coucher. Mais les plaisirs simples et la douce joie qui animaient depuis quelque temps le carrefour des éclopés ne devaient pas avoir une longue durée. Il y avait une triste chose dont chacun ne s'apercevrait que trop bien depuis longtemps et dont on évitait de parler comme d'un sujet pénible. La santé de Wilding était mauvaise. Peut-être Walter Wilding aurait-il supporté le coup qui l'avait frappé dans la plus grande affection de sa vie, mais peut-être aurait-il triomphé du sentiment qui l'obsédait. Peut-être aurait-il fermé l'œil à cette voix qui lui criait sans cesse
Tu tiens dans le monde la place d'un autre et tu jouis de son bien. Peut-être aurait-il défié et vaincu l'une de ses douleurs, l'un de ces deux tourments, mais réunis ensemble. Il était trop fort, un homme hanté par deux fantômes. Il est promptement terrassé. Ces deux spectres, l'idée de celle qui n'était point sa mère et celui qui était Wilding, le vrai Walter Wilding, Ces deux spectres s'asseyaient à sa table, avec lui, buvaient dans son verre et s'installaient la nuit à son chevet. S'il songeait à l'attachement de sa mère supposée, il se sentait mourir. Quand, pour se reprendre à la vie, il retraçait l'affection dont l'entourait de sa maison ses subordonnés et ses serviteurs, il se disait que cette affection il l'avait volée. Il se disait qu'il était prodigieusement acquis du droit de les rendre heureux, car le droit était celui d'un autre, le plaisir que cet autre y trouverait. Il le lui déroberait encore, comme le reste. Peu après, sous cette impression terrible, qui lui déchirait le cœur, son corps s'affaissa, son pas s'alourdit, ses yeux cherchaient la terre. Il avouait bien qu'il n'était point coupable de l'erreur dont il recueillait injustement le profit, mais il reconnaissait en même temps son impuissance à réparer cette erreur. Les jours, les semaines, les mois s'écoulaient et personne ne venait. Chez Bintry réclamait son nom et son bien. La tête de Wilding s'égarait et il en avait conscience. Il lui arrivait parfois que toute une heure, tout un jour s'effaçait de son esprit, comme si ce jour n'avait pas brillé à l'égard des autres. Il se disait « Qu'ai-je fait hier ?» Il ne s'en souvenait plus, sa mémoire se perdait. Une fois, elle lui échappa justement tandis qu'il dirigeait les chœurs et battait la mesure. Il ne la retrouva que longtemps après au milieu de la nuit, et il se promenait alors dans la cour de sa maison, à la clarté de la lune. « Qu'est-il donc arrivé ?» demanda-t-il à Vandal. « Vous n'avez pas été très bien, lui répondit celui-ci. Voilà tout. » Wilding chercha une explication sur le visage de ses employés qui l'entourèrent. « Nous sommes contents de voir que vous allez mieux, lui dirent-ils. Il n'en put tirer autre chose. Enfin, un jour, et son association avec Vandal ne durait encore que depuis 5 mois, il fut forcé de prendre le lit. Madame Goldstraw, sa femme de charge, devient sa garde malade. « Puis-je vous coucher et que vous me soignez, Madame Goldstraw, lui dit-il. Peut-être ne trouverez pas vous mauvais que je vous appelle Sally ? Ce nom résonne plus naturellement à mon oreille que tout autre, fit-elle, et c'est celui que je préfère. Je vous remercie. Je crois que ces derniers temps, j'ai dû éprouver certaines crises. Est-ce vrai, Sally ? Oh, vous n'avez plus rien à craindre de me dire maintenant. Cela vous est arrivé, monsieur. Voilà l'explication que je cherchais, murmura-t-il. Sally, mademoiselle Obenreizer, dit que la terre est si petite qu'il n'est pas étonnant que les mêmes gens se heurtent sans cesse et se retrouvent partout. Voyez, puisque vous êtes près de moi, me voilà presque revenu aux enfants trouvés pour y mourir. Il étendit la main vers les siennes. Elle la prit avec douceur. Vous ne mourrez point, cher monsieur Wilding. C'est ce que monsieur Bintry m'assure, mais depuis que je suis couché, j'éprouve le même calme, le même repos que jadis quand j'étais heureux au moment où j'allais mourir. En vérité, je m'endors aussi doucement que dans mon enfance. Lorsque vous me berciez, Sally, vous vous en souvenez ? Après un instant de silence, il se mit à sourire. « Je vous en prie, nourrice, embrassez-moi, dit-il. » Sa raison l'abandonnait tout à fait. Il se croyait dans le dortoir de l'hospice. Sally accoutumait naguère à se pencher sur les pauvres petits orphelins, se penchant vers ce pauvre homme orphelin et le baisant au front. « Que Dieu vous protège, murmura-t-elle. Il rouvrit les yeux. « Sally, dit-il, ne me remuez pas, je suis très bien couché et je vous assure. Ah, je crois que mon heure est venue. Je ne sais quel effet ma mort va produire sur vous, Sally, mais sur moi-même, il perdit connaissance et il mourut. » L'été et l'automne s'étaient écoulés. On arrivait à la Noël et à l'année nouvelle. Comme les deux loyaux exécuteurs testamentaires, déterminés à remplir leurs devoirs envers le mort, Vandal et Bintry avaient tenu plus d'un conseil. L'homme de loi avait fait tout d'abord ressortir l'impossibilité matérielle de suivre aucune démarche régulière.
Tout ce qui pouvait être fait et utile et de sensé pour découvrir le propriétaire légitime du bien qu'ils avaient entre les mains, n'avait-il pas fait par Wadding lui-même? Il résultait clairement de l'insuccès de ces différentes tentatives que le temps ou la mort n'avait laissé aucune trace de l'enfant adopté. À quoi bon continuer à faire des annonces si l'on ne voulait point entrer dans certaines particularités explicatives et si l'on entrait, n'étant pas sûr de pouvoir arriver à la moitié des imposteurs de l'Angleterre? Si nous trouvons quelques jours une chance et une occasion, disait Bintrey, nous la saisirons aux cheveux. Sinon, eh bien, réunissons-nous pour une autre consultation au premier anniversaire de la mort de Wilding. Tel fut l'avis de l'homme d'affaires. C'est ainsi que Vandal, bien qu'animé, le plus sérieux désir de remplir le vœu de l'ami qu'il avait perdu, fut contraint de laisser, pour le moment, dormir cette affaire. Abandonnant donc les intérêts du passé pour songer à ceux de l'avenir, le jeune homme voyait devant ses yeux et cet avenir de plus en plus incertain. Des mois s'étaient écoulés depuis sa première visite à Soho Square, et jusqu'alors le seul langage dont il put se servir pour faire comprendre à Marguerite qu'il l'aimait avait été celui des yeux fortifiés quelquefois d'un rapide serrement de main. Quel était donc l'obstacle qui s'opposait à l'avancement de ses espérances? Toujours le même? Les occasions se présentaient en vain, et Vandal avait beau redoubler d'efforts pour arriver à causer seul à seul un moment avec Marguerite, toutes ces tentatives se terminaient par le même déboire et le même accident. À l'instant favorable, Obenreizer trouvait le moyen d'être là. Que faire? On était au dernier jour de l'année. Vandal crut voir enfin rencontrer un hasard propice, et il se jura cette fois d'en profiter pour entretenir la jeune Suissesse. Il venait de recevoir un billet tout cordial d'Obenreizer, qui le conviait à l'occasion du Nouvel An à un petit dîner de famille dans Soho Square. « Nous ne serons que 4 convives, disait la lettre. « Nous ne serons que 2, se dit Vandal avec la résolution. La solennité du jour de l'an chez les Anglais consiste à donner dîner ou à se rendre au dîner d'autrui, rien de plus. Au-delà du détroit, c'est la coutume, en pareil jour, que de donner et de recevoir des présents. Or, il est toujours possible d'acclimater une coutume étrangère, et Vandal n'hésita pas un instant à en faire l'essai. La seule difficulté pour lui fut de décider quel cadeau il allait faire à Marguerite. Si ce cadeau était trop riche, l'orgueil de cette jolie fille de paysan qui sentait avec impatience l'inégalité de leurs conditions sociales en serait blessé. À présent qu'un homme pauvre eût aussi bien pu faire que lui, parut à Vandal le seul qui fût capable de trouver le chemin du cœur de la Suissesse. Il résista donc fortement à la tentation que les diamants et les rubis faisaient naître devant les yeux, et il fit l'emplette d'une broche en filigrane de Gênes, l'ornement le plus simple qu'il put découvrir dans la boutique du joaillier. Le jour du dîner, comme il entrait dans la maison de Soho Square, Marguerite vint au-devant de lui, il glissa doucement son cadeau dans la main de la jeune fille. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais je vous retrouve très vite, j'espère. En attendant, je vous souhaite une très bonne nuit à ceux qui se couchent et une très bonne journée à ceux qui se lèvent.